Qui a été véritablement le père du multipartisme en Côte d'Ivoire? Je vous dirais que c'est Alassane Dramane Ouattara. Mais beaucoup vont dire, mais éclaireur, tu fais dans les excès les plus inacceptables. Mais écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire a été indépendante. La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance avec la France le 7 août 1960. Mais sachez que depuis 1945 jusqu'en 1960, avant d'obtenir les indépendances, pour obtenir nos indépendances-là, il a fallu qu'il y ait des groupements, il a fallu qu'il y ait des partis politiques qui ont lutté. C'est eux qui nous ont conduits à obtenir notre indépendance. Par exemple, le PDCI, qui à l'origine était le syndicat agricole africain, a utilisé les paysans africains de Côte d'Ivoire pour réussir sa mission. Et après, va intégrer le RDA, le Rassemblement démocratique africain, à partir de 1946, pour intégrer le RDA, le Rassemblement démocratique africain, le syndicat agricole de Côte d'Ivoire devient le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont le PDCI. Et ils ont ajouté RDA dessus. Sinon, le PDCI, dans sa forme la plus simple, s'appelait S, comme je venais de le dire, le syndicat agricole. Il y avait le parti de Kwame Benzen qui existait. Il y avait le parti de Sékou Sanogo qui existait. Donc, quand on parle de multipartisme, il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Avant 1960 même là, il y avait déjà des partis politiques. Mais pourquoi on parle de multipartisme? C'est parce que jusqu'avant 1990, tous les partis qui étaient créés là, tu ne pouvais pas obtenir un agrément. Tu n'avais pas la capacité de fonctionner légalement. Et donc, c'était dans l'illégalité. Et c'est pourquoi les Félix Houphouët-Boigny que vous voyez là, ils étaient poursuivis par les colons. C'est pourquoi les parents Baoulé d'Houphouët l'avaient chassé comme la peste. Il y a un monsieur ici qui se fait appeler Samba Koné. Chaque fois, je lui dis le père, notre sauveur. C'est à cause de ça. Et donc, il y avait plusieurs partis. Mais compte tenu du fait que leur présence et leur existence n'étaient pas tolérées, ce qui n'est pas légal est considéré comme illégal. C'est pourquoi on ne pouvait pas parler de multipartisme. Mais ça ne veut pas dire que les partis n'existaient pas. Je vous ai déjà cité plusieurs partis. Ça, c'était avant les indépendances. Si c'est pour dire on a créé parti, il y a 10 partis là. C'est qu'il y avait un multipartisme déjà à partir de 1945 en Côte d'Ivoire. Mais ces partis-là n'avaient pas un fonctionnement légal vis-à-vis du droit. Quand maintenant la Côte d'Ivoire obtient son indépendance, à partir du 7 août 1960, les partis politiques existent toujours, mais n'ont pas une capacité d'exister légalement. La loi ne les reconnaît pas. Exemple, le PANA, Parti nationaliste africain de Krabbe-Nyabbe. Laurent Gbagbo, tu ne peux pas nous dire que c'est toi qui as créé des partis politiques avant tout le monde. Tu n'es pas le père du multipartisme, c'est faux. Le multipartisme existait. Ça existait avant la colonisation, ça existait après la colonisation. Et toi-même, ton FPI, tu l'as créé en 1983. Mais avant toi, il y a Krabbe-Nyabbe qui avait créé le PANA, le Parti nationaliste africain. On aurait pu vous citer à l'appel. Et donc, si on veut regarder la quantité des partis pour dire, comme multiple, ça veut dire beaucoup de partis, c'est qu'il y avait le multipartisme depuis 1945? Non. Mais c'est de leur capacité à pouvoir fonctionner légalement. C'est ce qui leur a donné toutes leurs valeurs et c'est de cela qu'on parle. Mais mieux, c'est quoi véritablement le multipartisme que les partisans de Laurent Gbagbo veulent prendre pour tromper les autres, comme si nous étions amnésiques? Lorsque nos pays africains prennent les indépendances, tout va bien. Le monde était divisé en deux. Souvenez-vous de ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ont gagné vont dominer le monde. La Société des Nations va devenir l'Organisation des Nations Unies. On décide que ce sont les grands de ce monde-là qui vont diriger le monde. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Russie, il y a la Chine, et puis il y a encore quel pays? Il y a un pays que je... Et puis les États-Unis, voilà. Ils se sont partagés le monde. Quelles que soient les décisions qu'on va prendre dans le monde là, eux là,
S'il y a un seul qui dit qu'il n'est pas d'accord, la décision laisse tomber. Ça, c'était au plan politique international. Mais maintenant, quand il s'agit de l'application par différents groupes d'intérêts, vous voyez que le monde sera divisé en deux blocs idéologiques. On aura le bloc capitaliste, eux qui seront incarnés par les États-Unis. Tous ceux qui vont copier le modèle américain, on les appelle le bloc capitaliste. Et il y aura le bloc soviétique qui sera incarné par un certain Mikhail Gorbatchev avec l'URSS, l'Union des républiques soviétiques. Quand le monde est divisé comme ça, soit tu es capitaliste ou bien tu es communiste. Et c'est comme ça que le monde a fonctionné après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1988. Et le symbole le plus fort de la division du monde se trouvait en Allemagne. Un même pays, une même ville a été divisée par un mur. Si tu traverses le mur, on t'abat. Parce que les gens ne pensaient pas la même chose. C'était à Berlin. Donc le mur qui a séparé la ville de Berlin, les mêmes familles sont divisées. En fait, de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1988, elles ne pouvaient pas se rencontrer au nom de ces idéologies-là. En 1988, le mur de Berlin, on fait tomber le mur là. Quand le mur là est tombé, ça veut dire le monde maintenant là, on va maintenant collaborer les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin. Quand ce mur là tombe, ce n'est pas le mur qu'il faut voir. Ça veut dire le monde qui était divisé en deux groupes, les idéologies maintenant qui étaient opposées maintenant vont cohabiter ensemble. Et pour pouvoir cohabiter, ils ont trouvé que il faut que maintenant on respecte plus les droits de l'homme. Et pour respecter les droits de l'homme, ils ont dit à la France, vous avez un gros problème, vous les Français. On remarque qu'il y a des partis uniques dans toutes les colonies que vous avez colonisées. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 1988, vous là, vous avez des présidents qui sont des super dieux. En Côte d'Ivoire, au Congo, au Mali, au Tchad, ici, au Gabon. Ils disent ça là, il faut que ça cesse. Parce que c'est contre les droits de l'homme. Ça ne permet pas aux gens d'être libres. Ça, on vous demande, en tant que membre permanent des Nations Unies, si vous avez cette mauvaise image, vous ne pourrez pas être des dignes représentants. La France ayant reçu ces pressions-là, c'est dit, on a compris. Ils font 1989. Le 19 juin, lorsqu'ils vont se réunir pour le 16e sommet des chefs d'État de France et d'Afrique, entre le 19 juin 1990 et le 21 juin 1990, c'est dans la ville de Baule, en France. Et donc, François Mitterrand va profiter. Ce que vous entendez que je dis ici, 16e sommet des chefs d'État de France et d'Afrique, là, c'est la même chose si vous dites sommet France-Afrique. En fonction des temps, ils changent les noms. Mais c'est la même chose. Dans ce sommet-là, ce sont uniquement le chef d'État français et les présidents des pays africains francophones qui se sont rencontrés. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on a constaté? François Mitterrand, qui était le président de la France, sort un discours. Et dans ce discours-là, il dit, le monde a changé. Nous, là, pour pouvoir aller avec le reste du monde, on nous a demandé d'améliorer notre politique internationale. Et le minimum qu'on puisse vous dire, vous, les chefs d'État africains, c'est qu'aujourd'hui, là, si vous voulez avoir le développement économique du continent africain, il faut que vous démocratisiez votre gouvernance. Et je cite au style direct quelques phrases qu'il a eu à dire. Il ne peut y avoir de démocratie sans développement et inversement de développement sans démocratie. La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Il ne faut pas voir la liberté comme un ennemi caché. Elle sera votre meilleure amie. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire, ce qu'on avait l'habitude de faire là, les partis uniques forts là, ce temps-là est terminé. Si vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour que votre développement économique soit réel, en ce moment, il ne peut pas avoir de développement sans démocratie. Comme il ne peut pas avoir de démocratie, et puis il n'y aura pas aussi de développement. Donc, c'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. Donc là,
la toute-puissance des partis uniques va cesser. Vous allez appliquer la démocratie. Et la France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis vers plus de liberté. La France ne va aider que les pays africains qui vont accepter d'appliquer les principes de la démocratie et surtout de la liberté individuelle. Il ne faut pas voir la liberté comme un ennemi caché. Elle sera votre meilleure amie. Quand on va démocratiser, permettre aux partis politiques de parler et de s'exprimer, d'exister légalement, comme on ne le faisait pas avant, ça ne sera pas un ennemi pour vous. Ça sera même votre meilleur ami. Mais mieux, moi Mitterrand, je vous assure de deux choses. Que tous les pays qu'on appelait les pays les moins avancés, les PMA, c'est-à-dire les pays pauvres, si vous acceptez ce que nous sommes en train de vous dire là, vous savez ce que je vais faire. L'argent qu'on va vous donner en prêt là, et puis on vous demander de payer là, je vais vous faciliter la tâche, on va transformer ça en don, on va vous donner ça cadeau. Ça c'est un. Deuxième chose, il dit, quand il a fini de parler là, il regarde le visage des présidents là, il y a 4 dedans, ah eux n'étaient pas contents d'elle. Il y a 4 dedans là, eux n'étaient pas contents. Ces 4 là, il y a un qui s'appelle Paul Biya Mvondo Barthélemy, vous le connaissez. Il y a un qui s'appelle Denis Sassou Nguesso du Congo, vous le connaissez. Il y a un que certains connaissent qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Et il y a un autre qui s'appelait Oumar Odimba Bongo du Gabon. Houphouët a pris les 4 là à côté et dit, vous là, je sais ce que vous pensez. Le monde là, ce n'est pas un terrain qui reste tranquille. Aujourd'hui là, nous aussi on a des pressions. Sinon on reçoit pression là, c'est que nous on peut mettre sur vous là, on va mettre des... Mais vous 4 là, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est nous on garantit votre économie, non? Est-ce que vous savez qu'on devrait faire d'évaluation en 90 là? 90 là, on devrait faire d'évaluation. Mais ce que je peux vous promettre, en plus de vous accorder des dons, si vous acceptez la démocratie et les partis multiples, je vais bloquer, je vais retarder la dévaluation du franc CFA. En tout cas, c'est ce que je peux faire pour vous. C'est pourquoi c'est en janvier 1994, à travers Edouard Balladur, qui était Premier ministre, qu'ils vont faire la dévaluation. Et donc, ils ont respecté leurs conditions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le discours de la Baule s'est passé, comme je l'ai dit, entre le 19 et le 21 juin 1990. Quand ce discours-là est fini, là, entre juin 90, juin 91, ça fait 1 an. Il n'y a rien eu. Houphouët est venu, on n'a rien vu. Mais souvenez-vous, les pays africains traversaient une sale crise en ce moment. Surtout la Côte d'Ivoire, puisque c'est là maintenant qu'on va singulariser le débat. Quand ils ont dit d'appliquer la démocratie, il n'y a que 2 pays qui ont fait semblant d'appliquer. 2 pays. Le premier s'appelle le Bénin. Le Bénin qu'on appelait le Dahomey. Aujourd'hui Bénin. Et ils ont fait comment? Mathieu Kérékou, qui était le président, a laissé les gens créer des partis. Il y a un jeune là, il s'appelait Nicéphore Soglo. Lui, il est venu, il a posé sa candidature quand on annonçait qu'il va avoir élection. Nicéphore Soglo a gagné. Mathieu Kérékou a perdu. Mathieu Kérékou n'a pas fait palabre. Il a cédé le pouvoir. C'est le premier modèle de démocratie qu'on a vu en Afrique. Après cela, dans le cas de Bamako, ça va mal se passer un peu en 92. On va voir des mouvements d'étudiants et de populations qui vont se lever contre Moussa Traoré et ils vont le chasser du pouvoir. Celui qui était à leur tête s'appelle Alpha Oumar Konaré et ils vont organiser des élections. Et donc, à travers un putsch, ils vont démocratiser leur pays pour laisser le choix aux autres partis de parler. Alassane Ouattara, qui était là en 1990, qui est venu aider Félix Houphouët-Boigny à travers la création du comité interministériel pour corriger les défaillances de l'économie ivoirienne, parce qu'on était à moins 257 milliards. Ça veut dire que les caisses étaient vides et puis on devait 257 milliards à nos bailleurs internationaux. Alassane Ouattara, sans fausse modestie et pour être vrai, il a été fortement recommandé à Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on te recommande fortement, ça veut dire qu'on t'oblige.
Les gens lui ont dit, tu n'as pas d'autre choix. Oh. Le monsieur que tu vois là, c'est lui en qui nous on a confiance en tant qu'un partenaire international. Il a fait ses preuves judiciaires. Depuis l'âge de 26 ans, il est avec nous ici au FMI. Il sait ce qu'il fait. Il a déjà fait ça pour plusieurs pays. Et c'est ton propre enfant. Si tu ne le prends pas là, ah, c'est la rue qui va te chasser. C'est la rue qui va te chasser. On ne va même pas te mentir. Donc là, il faut accepter de prendre Alassane Ouattara là. Tu vas travailler avec lui. Avant que Alassane Ouattara ne vienne créer le comité interministériel, il y avait le plan commun qui avait été mis en place où il fallait couper 10% des salaires des fonctionnaires ivoiriens. Dès que cela est annoncé, les Ivoiriens n'ont jamais connu un tel événement. Dès que ça a été annoncé, là, les gens étaient dans les rues. Les gens étaient dans les rues. Le seul mérite de Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui a fait sortir les gens. Les gens, quand on leur a dit on va couper vos salaires de 10%, là, les gens sont sortis dans la rue. Son seul mérite, c'est d'avoir mis dans la bouche des gens là, dites ou faux voleurs. Laurent Gbagbo a été toujours un ça profite. Profite toujours des événements. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Oufou, voyant la contestation de la rue, il n'a d'autre choix. Alassane Ouattara vient, il prend le contrôle, il crée le comité interministériel. Il se donne 90 jours. Mais à l'époque, on appelle ça les 100 jours de Ouattara. Mais en réalité, il s'était donné 90 jours. En 90 jours, là, les 257 milliards que la Côte d'Ivoire devait, là, l'argent a été payé. Maintenant, vous allez demander, il a fait comment pour payer? Vous pensez que Alassane Ouattara, là, il ne sait pas que quand tu es endetté, là, tu ne peux pas aller te surendetter pour payer la dette? Ça c'est le b.a.-ba. Tu ne peux pas aller prendre une dette pour payer une dette. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Au moment où la Côte d'Ivoire n'avait rien, là, où la Côte d'Ivoire même était à plat, là, il n'a pas pris crédit pour payer crédit. Donc, s'il va prendre crédit aujourd'hui, là, c'est parce qu'il sait qu'il est en capacité de créer une dette propre et une dette utile et rentable. Et c'est ce que tout le monde entier dit aujourd'hui en 2024. Et donc, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Alassane Ouattara a regardé, il dit, bon, les douaniers, venez ici. Quand les douaniers sont venus, il dit, bon, les taxes sur la route, là, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux dans les aéroports. Voilà ce que je veux dans les ports. Voilà ça. Il a mis ça à côté. Il a regardé les impôts. Il dit, est-ce que les gens même payent maison, impôt de maison? On appelle ça impôt foncier. Les gens disent, bon, oui, et puis non, en même temps. Il dit, ah, ok, c'est bon aussi, ça peut aller. Donc, tous ceux qui ont des maisons vont payer des impôts. On dit, mais comment? Il dit, bon, le vieux Félix Houphouët-Boigny, là, allez au centre des impôts, faites-nous la fiche de déclaration de ces impôts à travers les biens qu'il a. 20 mois, ils ont déposé fiche de paiement d'impôts devant le vieux Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny dit quoi? Il dit, ah, c'est comme ça de... Il dit, vieux, c'est comme ça de... c'est comme ça. Houphouët dit, comme c'est comme ça, je vais payer. Houphouët a payé pour lui. Quand Houphouët a fini là, les barons du PDCI là, ils ont reçu aussi les mêmes fiches pour payer leurs impôts. Il y a un là, lui, il était très énervé. Le papa de la jeune députée de Cocody. J'oublie son nom pour l'instant. Ouenien. Lui, il allait voir Houphouët avec plein de cadres les classiques du PDCI là. Mais le jeune là même, c'est quoi même? Il pense que lui, il est qui ici? Nous, on va payer impôt. Houphouët là a dit, moi-même, j'ai déjà payé pour moi. Oh. Même moi, il m'a pas loupé. Moi-même, j'ai payé pour moi-même aussi. Oh. Les gens disent quoi? Ils disent, ah, moi, j'ai payé pour moi. Oh. Ce qui est mieux là, il faut payer. Sinon, il ne va pas vous laisser. Oh. Les gens disent, on est foutu dans l'affaire là. Il a bras l'argent à travers les impôts fonciers des gourous du PDCI. Il a mis ça sur l'argent que la douane récoltait à travers le port, l'aéroport et sur les routes. Quand il a mis tous ensemble, il dit, c'est pas encore fini. Hein. Il dit, il y a un autre secteur là, je peux encore boire là-bas. On dit, où? Il dit, mais quand je regarde les gens en trop de voitures, il y a même des fonctionnaires. À ce moment-là, il n'y avait pas... À ce moment, il parlait bien. Mais c'est quand il est devenu vieux là que... est venu quoi. À ce moment, il parlait bien. Il dit, mais quand moi, Alassane Ouattara, je regarde les gens, comment des fonctionnaires peuvent avoir jusqu'à 4 véhicules? Les gens disent, hi! Il dit, ce que je vais faire, vous n'aurez pas plus de 2 véhicules. Et pour certains ministères, tout au plus 3 véhicules.
Il a récupéré tous les véhicules excédentaires dans les ministères et avec les individus qui avaient 4 voitures. Quand il a mis tous ensemble, en 90 jours, on a payé les 257 milliards qu'on devait aux bailleurs internationaux. Quand on a fini de payer là, il restait 12 milliards de francs CFA. C'est ça qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est un homme qui sait où il va parce qu'il sait, il maîtrise ce qu'il fait. Quand il a fini ça complètement, il dit, j'ai fini mon travail et maintenant la Côte d'Ivoire peut respirer. Nous allons maintenant lancer un programme de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Mais le vieux Félix Houphouët-Boigny était tellement content, il dit, mon fils, tu vas devenir Premier ministre. Dès qu'il a été nommé Premier ministre, écoutez ce qu'il dit à Félix Houphouët-Boigny. Écoutez très bien ce qu'il dit à Félix Houphouët-Boigny. Et jugez vous-même avec votre esprit. Est-ce que c'est quelqu'un qui crie pour dire « Je suis le père de la démocratie, je suis le père du multipartisme » Est-ce Houphouët le père du multipartisme? Parce que du 19 juin 1990 jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara vienne pour sauver le pays, Houphouët n'a pas appliqué la démocratie, il n'a pas accepté le multipartisme. Gbagbo, où il était, et il n'était pas au sommet de la bolle, il n'était pas parce que c'était une rencontre entre les chefs d'État. Il n'était pas là-bas, il ne peut pas nous dire qu'il était là-bas. Donc, il n'a rien fait. Quand il était en Côte d'Ivoire, il n'a fait que profiter du mécontentement des gens qui étaient déjà dans les rues pour faire dire à quelques badauds ou faux voleurs, c'est tout. Mais cela ne fait pas de vous quelqu'un qui a libéralisé ou même qui a libéralisé la démocratie. Mais mieux, qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait et quand? C'est là que vous allez comprendre que le vrai père de la démocratie, c'est Alassane Ouattara. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Souvenez-vous de l'année 1990. Elle a été l'une des années les plus difficiles dans notre histoire. Le pays était au bord du gouffre, de la faillite, comme le disait Jean-Christophe Mitterrand. Il y avait d'énormes problèmes pour assurer les salaires des fonctionnaires. Pour sortir de cette situation, il avait été proposé une réduction des salaires de 10%. À l'annonce de cette mesure, les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Pour la première fois, le président Houphouët était contesté. Souvenez-vous de... Est-ce qu'on a dit c'est Gbagbo qui a fait descendre les gens dans la rue? On dit quand ils ont annoncé qu'on va couper 10% sur les salaires, les Ivoiriens sont descendus dans les rues. Le seul mérite de Laurent Gbagbo en bon poltron, il a fait sortir quelques badauds pour crier au feu voleur. Ça s'arrête à ça. Mais ce n'était pas une manifestation initiée par Laurent Gbagbo et son FPI. C'est faux. Et c'est ce que le Premier ministre Alassane Ouattara dit ici. Et vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui est Premier ministre d'un gouvernement n'est pas au fait et dans la maîtrise des informations sensibles du pays. Et donc, on continue. Souvenez-vous, le 18 avril, quand j'ai accepté de présider le comité interministériel, j'ai fait un discours de 3 minutes à la nation où j'ai proposé la suspension des mesures de réduction de salaire. Et nos compatriotes étaient soulagés. J'ai également à cette occasion... Donc, ce que j'ai dit là, vous avez entendu. Si j'ai inventé quelque chose, après là, venez dire c'est faux. Quand il a fini de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit à Félix Houphouët-Boigny? Il dit, les Blancs nous regardent maintenant. Viens, je t'ai sauvé. Aujourd'hui là, ton petit-fils Tidjane Thiam qui était là, qui est né en 1962 là. Attendez, on va faire 1962 moins 90. 1962 moins 1990. Il a 28 ans. Il n'a pas pu te sauver. Tous les cadres du PDCI qui jouent les durs, ils t'ont tous abandonné. Viens, moi je suis venu, je t'ai sauvé. Les 257 milliards que tu devais, on a payé. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est excédentaire dans les caisses publiques. La deuxième chose que je vais te recommander, moi Alassane Ouattara, là, tu sais comment je suis venu auprès de toi?
Tu sais dans quelle humiliation tu devrais être et puis je t'ai sauvé. Viens, si tu écoutes mon conseil, les Blancs là, depuis l'âge de 26 ans, moi Alassane Ouattara, je travaille avec eux. Les Blancs là, quand ils te disent quelque chose là, ils vont tout faire pour obtenir. Ce qu'ils t'ont dit en juin à Bol, qu'on appelle le discours de la Bol là, ce qu'ils vous ont dit là, viens, ils ne vont pas vous louper. Donc ce qui est mieux pour toi, moi Alassane Ouattara, j'ai dit, au nom de l'article 7 de la Constitution de la Première République de Côte d'Ivoire, il faut libéraliser le champ démocratique pour que le multipartisme puisse se faire. Encourager le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. Il dit, j'ai donc dit aux vieux, il faut que tu fasses le multipartisme. Parce que moi qui t'ai sauvé, si tu ne le fais pas, le reste du travail qu'on doit faire ensemble là, je ne pourrai pas aller parler aux Blancs. Je ne pourrai pas leur dire que notre pays respecte aujourd'hui les droits de l'homme. Partout on rentre dans les bureaux, les gens disent, est-ce que vous respectez les droits de l'homme? Donc pour ne pas rendre les choses difficiles, si tu veux que les choses soient faciles pour nous, il faut créer les conditions du multipartisme. Il faut signer un décret pour dire que le multipartisme là, ça va se faire en Côte d'Ivoire. Donc s'il y a un héros, c'est celui qui a eu la position historique de dire à Félix Houphouët-Boigny, il faut faire le multipartisme. Et il faut le faire parce que je suis l'homme de la situation. Il s'appelle Alassane Ouattara. 12 jours plus tard, le 18 Et donc quand je lui ai parlé comme ça, 12 jours plus tard, avril, le président donc signe c'est-à-dire le 18 avril, le président a un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Donc, c'est comme ça qu'est venu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Toute autre version n'est que du mensonge, de la rigolade et de l'esbrouf. Et je reprends. Les patriotes étaient soulagés. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. J'étais soulagé. Donc ceux qui ne sont pas contents là, venez démontrer que ce que Alassane Ouattara dit est faux. Et entre quelqu'un qui a poussé un vieux Félix Houphouët-Boigny qui était réticent à la démocratie et a mis le vieux en confiance pour lui dire « Fais-le, tu n'as rien à perdre là-dedans. Et je vais te soutenir en international. » S'appelle Alassane Ouattara. Donc qui est le véritable héros qui a fait du multipartisme une réalité en Côte d'Ivoire? J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Et donc, quand on enlève les écailles sur le cerveau des ignorants, et même c'est dans ce même contexte-là aujourd'hui, c'est le combat du RDR. C'est ce qui permet aujourd'hui à chaque agent de pouvoir faire la fanfaronnade dans ce pays-là. Parce que ce que Bédié avait décidé là, un fils de Sénégalais comme toi ne serait jamais rien dans ce pays-là. Ça, il faut qu'on te dise ça. Et donc, que ce soit l'opposition en général, que ce soit chaque agent même, vous bénéficiez aujourd'hui du combat d'un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Les faits sont implacables et les faits sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas moi qui les invente. Mon mérite, c'est de les mettre dans le contexte pour dire les choses en vrai, pour que chacun puisse être autonome et choisir sa propre vérité. Maintenant, j'attends les contradicteurs, s'il y en a. Souvenez-vous de l'année 1990. Elle a été l'une des années les plus difficiles dans notre histoire. Le pays était au bord du gouffre, de la faillite, comme le disait Jean-Christophe Mitterrand. Il y avait d'énormes problèmes pour assurer les salaires des fonctionnaires. Pour sortir de cette situation,
il avait été proposé une réduction des salaires de 10%. À l'annonce de cette mesure, les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Pour la première fois, le président Houphouët était contesté. Souvenez-vous, le 18 avril, quand j'ai accepté de présider le comité interministériel, j'ai fait un discours de 3 minutes à la nation où j'ai proposé la suspension des mesures de réduction de salaire. Et nos compatriotes étaient soulagés. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Pourquoi le mur du Berlin est tombé? Je pense que ça, c'est important que les gens le comprennent. Effectivement. C'est parce qu'il y avait à l'époque, comme tu l'as si bien dit, il y avait deux blocs. Le bloc occidental et le bloc communiste. Donc, c'était la guerre froide. Et quand Gorbatchev, Mikhaïl Gorbatchev est arrivé au pouvoir, il a pratiqué ce qu'on a appelé la glasnost et la perestroïka. La glasnost, c'était la transparence. Il voulait appliquer de la transparence. Et la perestroïka, il voulait faire une restructuration, de la politique de son pays, de l'URSS, parce qu'à l'époque, c'était pas la Russie, c'était la Russie et les autres États, ça faisait l'URSS, l'Union des républiques soviétiques. Et c'est en faisant ça que les gens ont commencé à critiquer le gouvernement communiste de la Russie, de l'URSS, ce qui était inhabituel. Et ça a déteint sur les autres pays qui formaient le bloc communiste, notamment la RDA, la République démocratique de l'Allemagne, parce qu'il y avait la République il y avait la RCA et la RDA. Donc le mur séparait les deux, la ville de Berlin. C'est comme ça que après les gens ont poussé le bouchon, ils ont laissé faire et puis ils ont cassé le mur. Et ce vent de transparence, ce vent de démocratisation que Gorbatchev avait envoyé dans son pays qui est l'URSS et dans le bloc communiste a continué dans la République française. Et comme tu l'as si bien dit, du coup, les gens ont eu le temps de dire, bon, les communistes sont en train de desserrer les taux. Donc, on ne va pas continuer dans les colonies, là, s'adressant aux Français, vous n'allez pas laisser les choses continuer, les gars ne peuvent pas continuer en partie unique. Les parties uniques ont peut-être été utiles à un moment de l'histoire de vos anciennes colonies, mais il faudrait quand même ouvrir un peu pour qu'il y ait un peu plus de liberté, en tout cas politique, que les gens puissent créer des partis politiques et ainsi de suite. Et c'est comme ça que justement, fort de cette atmosphère de perestroïka et de glasnost qui avait pris le monde entier, en définitive, Mitterrand a dû faire le discours de la boule et puis avec tout ce que tu as expliqué qui s'en est suivi. Mais je voudrais aussi ajouter par rapport aux partis politiques avant les indépendances qu'il y avait le syndicat agricole effectivement qui est devenu PDC-RDA en 1946, mais à côté de cela il y avait ce qu'on appelle le parti progressiste, le parti de Kwame Benzema là, c'était le parti progressiste. Et ce parti progressiste là, il était proche du pouvoir colonial. Et les Baoulés, en grande majorité, étaient du parti progressiste. Voilà pourquoi les Baoulés pourchassaient au Faux-Boigny. Et c'est les Samba là, au niveau de Dimokro là, qui ont protégé au Faux-Boigny. Voilà pourquoi quand il est arrivé au pouvoir, il a été reconnaissant vis-à-vis d'eux. Il leur a permis d'être maire de Dimokro et puis Djibo Sonkalo a été maire de Boaké. Ce n'est pas tout. C'est ça aussi qui explique que les Baoulés étant progressistes, Houphouët-Boigny ne pouvait pas se présenter au centre. Il était obligé d'aller au nord. C'est comme ça qu'Houphouët va au nord.
Et tu as parlé de Sékou Sandougou. Sékou Sandougou avait son parti aussi, j'ai oublié le nom de son parti, mais il avait aussi son parti politique qui n'était pas le parti progressiste. Lui aussi, il était un peu genre PDCI, mais il n'était pas... Et le vieux bon a demandé à Sékou Sandougou de s'allier au Houphouët-Boigny. Donc, effectivement, on était déjà politiquement, avant les indépendants, on était déjà dans une atmosphère multipartisane. Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment très important, ce rappel historique que tu as eu à faire. J'ai voulu juste apporter une petite contribution sur, voilà, sur ça. Il faut que les gens retiennent ça, et ça c'est important. Et la question concernant justement qui a envoyé le multiversement à la Côte d'Ivoire, c'est un concours de circonstances. C'est tout. C'est ce concours de circonstances, ce vent de changement-là, qui planait sur le colonie à partir du discours de la boule-là, qui a tout orchestré. Donc, dès que on a eu des problèmes économiques et que Houphouët-Boigny a demandé il ne savait pas à quel sens se vouer, et Koumoué Kofi a dû dire, on lui a demandé de faire un plan. Koumoué Kofi a été mon professeur de fiscalité quand j'étais en droit. Koumoué Kofi a fait son plan et il a demandé qu'on fasse réduction de 10% des salaires. Et du coup, la rue, automatiquement, tout le monde est descendu dans la rue. Les gens ont dit qu'il n'est pas question que les gens ont bouffé l'argent du pays. Ils ne peuvent pas venir demander aux travailleurs de faire des efforts. Ils ne peuvent pas. C'est comme ça que les gens descendent dans la rue. Ce n'est pas à cause du Gbagbo ils sont descendus. Ce n'est pas à cause du multiparti ils sont descendus dans la rue. Maintenant, Gbagbo a fait de la récupération. Voilà, ce terme est très important, il faut que les Ivoiriens comprennent. Il a fait de la récupération en demandant aux enfants des gens de dire il faut voleur. Parce que pour lui, c'était une façon d'enfoncer le clou. Puisqu'il est voleur, il a volé l'argent, puis il veut vous couper encore 10%. En fait, c'était ça le truc de Gbagbo. Tout simplement. Et Alassane Ouattara est venu mettre fin à tout ça. L'apparition d'Alassane Ouattara sur la scène politique, là, ça a sonné le glas de l'opposition à l'époque. Et Gbagbo n'a jamais pardonné à l'époque à Alassane Ouattara. Parce que Oufou allait tomber. On sentait ça. Si ça continuait là, l'armée allait peut-être prendre le pouvoir. Et il y a eu même des mouvements d'humeur des militaires à un moment donné. Il faut le rappeler. Les gens ont peut-être oublié ça. Les gens sont allés le trouver Houphouët-Boigny en peignoir chez lui à la maison. Voilà. Mais ils n'ont pas fait de coup d'État. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'Oufou devait tomber par coup d'État. Sinon, les gars, ils avaient déjà fait même. Parce que quand ils sont arrivés là, Oufou était en peignoir, ils leur ont demandé, qu'est-ce que vous voulez? Les jeunes gens ont dit non, on n'est pas content. Parce qu'on dit diminution des salaires de tout le monde. Donc, y compris les militaires aussi. Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est un rappel historique que Éclaireur a fait, auquel j'essaie d'apporter juste une petite contribution pour bien fixer les choses dans les têtes des gens, pour en tout cas apporter ma petite contribution. J'ai aussi constaté à travers les différents propos, ils sont en train de fuir le bilan. Ah non, c'est pas PPACI. PPACI n'a rien à voir avec le FPI. Ils n'ont pas envie d'assumer leur bilan. Et s'ils vous disent ça, demandez-leur simplement qui sera le candidat du PPACI. S'ils vous disent ça sera Laurent Gbagbo là, dites, ils n'ont qu'à faire le bilan de Laurent Gbagbo. Comme Dieu merci, on connaît le candidat du PPACI. Faites-nous le bilan du PPACI. Quand ils vont finir de faire le bilan du candidat du PPACI là, vous leur dites, bon, le bilan du candidat du PPACI là, comme il s'appelle Laurent Gbagbo là, c'est la même chose que pour le FPI. Et donc, il ne peut rien proposer d'autre. Comme lui-même il l'a dit. Et ça passe. Il y a une deuxième tentative. Pour les militants qui ne sont pas formés, ils vont rentrer dans le jeu des mots pour vous tromper. Ah non. Mais vous dites que la Constitution, là, que ça ne prend pas tout ce qui est passé avant. Et vous dites que Ouattara peut faire un autre mandat. Mais si Ouattara peut faire un autre mandat, là, mais pourquoi Gbagbo a commis des crimes en 2010 et puis vous l'avez jugé, et puis comme la nouvelle république là, tout était fini avec la constitution là, pourquoi encore maintenant encore, vous dites à Gbagbo ce qui est passé en 2010 là, vous le jugez pour ça. Si tu rencontres quelqu'un d'intelligent, tu lui expliques les choses simplement et tranquillement. Tu lui dis la constitution là. Quand on dit que la constitution c'est un changement de république, mais pas un changement de l'État. Le cyclone, il faut ouvrir ton micro. Oui. Quand on dit, il y a une nouvelle constitution là, la constitution, on appelle ça la loi fondamentale de l'État. Ça veut dire que ce sont les lois fondamentales de l'État qui ont changé, mais l'État lui-même, il reste en place.
Vous n'allez jamais voir un pays où il n'y a pas de gouvernement. Même les pays les plus lamentables, là, il y a un gouvernement. Eux sont la forme la plus simple de l'État. Donc quand on dit que la Constitution nous fait aller dans une nouvelle république, c'est la loi fondamentale qui change. Et quand la loi fondamentale change, c'est donc une nouvelle république. Ça ne veut pas dire que c'est un renouvellement de l'État lui-même. Quand ça c'est bien compris, pour celui qui pensait qu'il pouvait tromper les gens dans l'amusement, vous lui dites, le pouvoir là, ça se gère sur 3 piliers. Il y a le pouvoir législatif. C'est eux qu'on appelle les députés. Il y a le pouvoir judiciaire. C'est eux qu'on appelle les juges. Et il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, là, il y a 3 branches dans lui. Il y a le président, il y a le vice-président et puis il y a le gouvernement. Ça, c'est pour les personnes intelligentes. Quand tu finis de lui expliquer ça, tu lui dis qu'il y a un procureur de la République. C'est comme s'il est le chef de l'État des juges. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Très bien. Quand on nomme un procureur de la République, là, c'est comme il est le président des juges. C'est eux donc qui gèrent leur institution. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, là, est-ce que le président Adama Barrow, est-ce qu'il n'était pas député d'abord? Oui. Mais pourquoi après, les députés eux-mêmes ont voté un président parmi eux-mêmes? Est-ce que tu comprends bien? Donc, oui. Adama Barrow devient le président de l'institution législative qu'on appelle l'Assemblée nationale. Il devient le président des députés. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Maintenant, Alassane Ouattara, si tu remarques très bien, le seul qui s'est fait élire dans les 3, dans le législatif, dans le judiciaire et l'exécutif, il n'y a qu'un seul qui s'est fait élire, c'est le président de la République avec son vice-président. Le chef d'état-major, là, lui, il est nommé par le président. Et le procureur de la République est nommé par le président. Parce que c'est lui qui est l'exécutif. Mais une fois qu'il finit de les nommer, là, dans la manière de travailler, là, il travaille en fonction d'une idée qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ça veut dire, Alassane Ouattara ne peut plus se lever pour dire au procureur, voilà ce que tu dois faire. Ou même pour dire à un juge, voilà ce que tu dois faire. Il ne peut plus se lever pour dire à un député, voilà ce que tu dois faire. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et donc, au nom de la séparation des pouvoirs, même si la Constitution change, je vous ai dit que l'État, lui, ne change pas. Donc, les différents systèmes de fonctionnement du pays, là, eux restent en l'État. Et c'est au nom de cette réalité-là que le droit pénal, là, ne change pas. C'est comme les gens qui étaient en prison, au temps de Gbagbo, là. On ne peut pas les libérer parce qu'en 2016, on a voté une nouvelle constitution. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Et tu ne trouveras pas une loi pénale dans la constitution pour dire si tu fais ça, si tu voles poulet, c'est 2 ans. Si tu t'en vas frapper quelqu'un, voilà ce que tu vas recevoir. Ou bien, si tu parles mal à quelqu'un, voilà ce que tu vas recevoir. Non. Et donc, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, quand tu expliques bien à cette personne comme ça, si c'est quelqu'un qui est intelligent et qui veut comprendre, il va bien comprendre qu'il était dans l'amalgame. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est bête, qui ne veut rien comprendre, là maintenant, tu lui expliques comme pour les bêtes là. Tu lui dis, bon, Laurent Gbagbo là, est-ce qu'il a volé ou même n'a pas volé? Et Dieu merci, quand j'ai rencontré un aujourd'hui, il dit vrai là que Laurent Gbagbo a volé. Au début, il voulait nier. Je lui ai dit non, il ne faut même pas faire ce jeu là avec moi. Dans son interview avec Alain Foku, il a dit que c'est lui qui a été l'instigateur. Et que c'est lui qui a demandé à ces personnes d'aller braquer, d'aller soi-disant nationaliser la banque. Il dit donc là, tu ne peux pas aimer Gbagbo au point de vouloir dire que Gbagbo ment. Lui-même, il a reconnu les faits. Donc, tout ce que tu peux faire là, il faut avaler ta honte, tu dis oui devant nous tous ici. Il dit ok, lui, il est d'accord. C'est en quelle année? 2011. Il n'y a pas de problème. Or, en 2011, on n'avait pas encore changé de constitution. Il n'y a pas de problème.
Donc, il va vouloir te jouer. Tu lui dis, Gbagbo a été jugé quand? Gbagbo a été jugé en 2018. Comme il veut agir bête, on va lui donner une réponse bête. Mais c'est la vérité, ce que je dis. Hein. Tu lui dis, bon, on va faire court. Comme on avait fait la nouvelle constitution là, en novembre 2016 là, on est d'accord. Ce que tu dis là, on est d'accord. Le crime que Gbagbo avait commis là, comme on l'a jugé en 2018, donc c'est en fonction de la nouvelle constitution. Et puis tu passes. Dans tous les deux cas, il ne pourra pas contester ce que tu as dit parce que c'est logique et c'est tenable. Ça aussi, je tenais à dire ça à ceux qui sont du RHDP. Parce que dans un dialogue ou bien dans une confrontation, la meilleure manière, c'est de se confronter et de prendre la personne dans ses propres arguments. Quand vous prenez quelqu'un dans ses propres arguments, la personne est obligée de reconnaître les faits. Et donc, à ces jeux-là, n'acceptez pas de perdre le temps avec eux pour dire c'est vrai, c'est faux. Essayez de les contraindre à avaler leur honte avec les faits et on passe à autre chose. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.